de file de l'opposition politique, il a été le challenger du président actuel en 2015. Ancien ministre et ancien fonctionnaire international, il aura conduit l'ensemble des forces politiques et sociales pour la chute du régime en 2014. Gros plan ce soir sur Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC, son portrait en ouverture d'édition. Des nouvelles de la campagne agricole dans la Bougouriba, bon déroulement dans l'ensemble et l'heure est aux récoltes. La subvention des intrants au dire des responsables de l'agriculture y a fortement contribué. Évaluation dans un instant. La réconciliation de l'Amérique et la lutte contre le coronavirus, deux priorités affichées du nouveau président élu Joe Biden. La transition pour son accession à la Maison-Blanche est déjà en marche. Pendant ce temps, Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Il est le président et le candidat de l'Union pour le progrès et le changement à la présidentielle, parti du Lion. Challenger du président élu en 2015, il rebelote cette année. Zéphirin Diabré, vous l'aurez deviné, nous intéresse ce soir dans la série de portraits consacrés au candidat à la présidentielle. Et c'est Vincent Kenrebero qui nous dresse son parcours politique et professionnel. Zéphirin Diabré est le candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC pour la présidentielle du 22 novembre. Deuxième essai pour ce prétendant dont l'engagement politique remonte déjà à quelques dizaines d'années. Depuis le 26 août dernier, Zéphirin Diabré a 61 ans. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Bordeaux en 1982, puis fait docteur en sciences de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Montesquieu Bordeaux 4 en France en 1987. Il entame immédiatement l'enseignement à l'université de Ouagadougou, actuelle Joseph Kizerbo. 2 ans d'enseignement et il passe au privé avec un poste de directeur des relations humaines à la société burkinabé de brasserie, la Sobebra du groupe français Castel, jusqu'en 1992, année où il entame ses activités politiques. Aux législatives de la même année, Zéphirin Diabré est élu député sous la bannière de l'ODPMT qui deviendra CDP. Mais il n'aura pas le temps de siéger à l'Assemblée nationale. Il est immédiatement nommé ministre de l'Industrie, du Commerce et des Mines dans le gouvernement de Youssouf Ouedraogo. 2 ans passent. Il devient ministre de l'Économie, des Finances et du Plan dans le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré pour seulement 2 ans. En 1997, il est réélu député, mais quitte aussitôt le pays pour, dit-on, des divergences au sein de son parti, le CDP. C'est aussi le début d'une carrière internationale, enseignant-chercheur à l'université de Harvard aux États-Unis, la même année pour commencer. Janvier 1999, il est directeur général adjoint du PNUD, le programme des Nations Unies, avant de rejoindre en 2006 le groupe français Areva au poste de président pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Année 2010, l'année du retour au bercail. Zéphirin Diabré débarque dans sa valise un projet de parti politique, l'UPC. À l'issue des législatives de 2012, il devient chef de file de l'opposition politique. À ce titre, il incarne l'ensemble des organisations politiques et sociales qui vont ronger progressivement le régime de Blaise Compaoré jusqu'à ce qu'il s'écroule dans l'insurrection populaire de 2014. Zef, comme l'appellent ses partisans, peut alors être candidat à la présidentielle de 2015. Il échoue avec un score de 29% des suffrages et s'empresse de le reconnaître. En juillet dernier, le président de l'UPC, partisan du libéralisme économique, est encore investi par son parti pour rebeloter dans la conquête du palais de Kossiam. Et pour le bon déroulement des scrutins de novembre 2020, l'harmonisation et la bonne compréhension des process sont indispensables. Pour ce faire, 3 des acteurs impliqués, et non des moindres, se concertent. Le Conseil constitutionnel, la CENI et le CSC réunis en cette 2e semaine de campagne. Ce qui a été dit avec Roger Kam et Mariama Tamboura. C'est une rencontre entre le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication et la Commission électorale nationale indépendante CENI. 3 acteurs clés dans le déroulement du scrutin du 22 novembre prochain. Ces institutions font ici le point sur l'état d'avancement des activités. Le Conseil constitutionnel a besoin d'avoir des informations précises pour contrôler le scrutin le 22 novembre.
Et c'est pour faire le point, le tour de la question, pour voir est-ce que la CENI est prête avec les éléments d'information dont on en a besoin, notamment la cartographie, l'emplacement des bureaux de vote. Vous savez qu'actuellement, on est confronté également à un problème de sécurité. Le point sur les zones, sur la situation sécuritaire, le point également sur le vote de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Autre point d'échange à cette rencontre, c'est la dernière décision du Conseil constitutionnel sur l'impossibilité de l'enrôlement de nouveaux électeurs dans certaines localités. Décision qui a fait l'objet d'incompréhension et à cet effet, Kassoum Kambou donne des explications. À ce niveau, il y a une mauvaise compréhension de cette décision. Alors, on a été saisi par le chef de l'État sur l'impossibilité de faire l'enrôlement de nouveaux électeurs dans certaines localités. Ça n'a rien à voir avec la possibilité de vote dans ces localités. C'est juste pour nous dire que, bon, compte tenu de la situation sécuritaire que nous avons assimilé à un cas de force majeure, on ne peut pas enrôler de nouveaux électeurs dans certaines localités. Les trois institutions se disent donc prêtes pour la bonne tenue du scrutin et invitent par ailleurs tous les acteurs à s'impliquer pour des élections apaisées au Burkina Faso. La CENI qui fait aussi le point des préparatifs des élections aux partis politiques et organisations de la société civile. Ce 9 novembre, ils ont aussi abordé des points comme la mise à disposition par la CENI des listes et fiches de renseignement aux délégués et représentants de partis politiques. Le respect des autres dispositions du code électoral a également été abordé. Salifou, Belem et Marguerite Douanou. Le déploiement des isoloirs et des urnes, le mode de compilation des bulletins de vote, la transmission des résultats, c'est toute la situation des préparatifs des élections qui est ici faite aux représentants des partis politiques. Un exercice de redevabilité selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau du processus lui-même, nous sommes actuellement, les commissaires sont en région pour deux choses. Pour former les formateurs des membres de bureau de vote et pour participer à la désignation des membres des bureaux de vote. Nous avons commencé à déployer le matériel lourd, les isoloirs et les urnes. Nous avons commencé par les régions les plus éloignées et nous sommes aussi en train de tester les régions difficiles. Selon les dispositions du code électoral, chaque parti politique doit faire parvenir à la CENI la liste de ses délégués et représentants 10 jours avant la tenue du scrutin, soit au plus tard le 12 novembre 2020. Et Newton Ahmed Bari d'inviter tous ces acteurs politiques au strict respect de la loi. Nous vous exhortons aussi à accomplir rapidement parce qu'il faudrait que nous puissions recevoir les listes et que nous puissions délivrer par nos démembrements les récépissés nécessaires à vos délégués de candidats et de partis politiques pour qu'ils soient présents dans les bureaux de vote. Vos représentants sont de droit membres de la commission de compilation. Vous ne devriez pas donc oublier aussi de désigner à ce niveau-là pour que nous puissions leur produire des badges. C'est au total dans 21 155 bureaux de vote, dont 68 à l'extérieur du Burkina Faso, que les électeurs choisiront le président du Faso et les députés le 22 novembre prochain, selon la CENI. Acteurs également du processus électoral, ils sont les yeux et les oreilles qui y accorderont du crédit. Ils sont observateurs et moniteurs sur la surveillance du processus au nombre de 237 et avant le jour J, ils voient leur capacité renforcée par la Commission nationale des droits humains. L'ouverture de la formation avec ce 9 novembre avec Namba Kouda et Marguerite Douanou.
Vérifier si les droits humains sont respectés lors des élections, noter toute atteinte à la liberté d'expression durant le processus, ce sont les défis que vont relever ces moniteurs et observateurs de droits humains au cours des élections présidentielles et législatives. Avec ces 140 observateurs et 97 moniteurs, les manquements constatés lors du scrutin du 22 novembre prochain vont être pris en compte afin d'améliorer les élections municipales de 2021, selon la Commission nationale des droits humains. Ils auront à surveiller, comme je l'ai dit, un certain nombre de droits et de libertés fondamentales, notamment les questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de se réunir, superviser le déroulement de la campagne et le jour du vote, s'assurer que les électeurs ont librement accès au bureau de vote. Et après le scrutin, s'assurer aussi qu'enregistrer au cas où il y aura des violences, donc tous ces incidents-là pour pouvoir les remonter à la commission afin d'un traitement diligent. Première du genre au Burkina Faso, la surveillance des droits de l'homme dans le processus électoral bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Union européenne. Ce projet a différentes composantes d'appui aux différentes institutions. Et la composante 3, c'est la mise en place d'un système d'alerte précoce pour prévenir des violences et pour contribuer à des élections libres, transparentes et apaisées au Burkina Faso. Au nombre de 5 par région, ces observateurs et moniteurs interviendront dans les zones à fort défi sécuritaire. Il s'agit notamment des régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Moune. Ambiance de campagne à présent. Nous sommes à Gawa ce 8 novembre où c'est jour de marché. Les discours et actions des candidats aux législatives et présidentielles sont diversement appréciés. Au-delà des promesses, les populations souhaitent que soient prises en compte leurs attentes. Le témoignage de Yves Rwamba et Moussaki. Jour de marché de Gawa, acheteurs et vendeurs sont au rendez-vous. Catherine Palinfo est vendeuse d'Ignam. Bon, il y a campagne en tout cas. Mais nous on voit rien ici. Pour le moment, nous on voit rien ici. Pourtant, nous sommes dans la 2e semaine de la campagne électorale, dans la cité de Bafougi. Ici au marché, l'ambiance des meetings est diversement appréciée. En tout cas, les gens se mobilisent un peu. C'est bon, puis on sent que non, on fait des formations partout, surtout chez nous. Il y a des jeunes qui font des formations pour ne pas qu'on achète à voir, au fait, pour éviter la corruption partout. Franchement, les choses ne bougent plus. Ce qui est sûr, ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent, ils n'ont qu'à réaliser seulement. Après les campagnes, ils n'ont qu'à plus réaliser. Ça bouge, il n'y a pas de problème, ça bouge. On va bien voter. Les attentes de ces populations vis-à-vis des différents candidats sont fortes. Mais le maître mot reste la paix au Burkina Faso. C'est la paix seulement, on veut la paix. Quelqu'un qui peut garder le pays là, pouvoir vivre ensemble, sans bagarre, donner de l'argent seulement, c'est ça nous veut. Nous on souhaite, comme nous on part au marché là, les routes là sont vilaines, nous on souhaite que on arrange toutes les routes là quoi, pour bitumer toutes les routes. C'est notre souhait ça. C'est la paix surtout, c'est la paix qui compte chez nous d'abord. Si à la paix, le reste là, ça viendra avec l'État. Hommes comme femmes à Gawa souhaitent que la campagne se passe bien et que les résultats des urnes soient acceptés par tous les candidats. Voilà donc pour ce qui était des informations sur les élections du 22 novembre. Et pour être plus complet, l'actualité sur le déroulement de la campagne, c'est tout à l'heure au journal spécial à 22h et à 21h. Vous aurez votre émission Un candidat, un programme. Pour le reste de l'actualité, nous mettons le cap sur Djebougou, une autre ville du sud-ouest. Là, producteurs et responsables d'agriculture se sont donné rendez-vous pour les récoltes champêtres. Le déroulement de la campagne agricole y est jugé bon dans l'ensemble, avec des rendements satisfaisants. Constat ce 6 novembre avec Oumarou Sagnon et Romuald Patrice Toui.
Après plusieurs mois de dur labeur, l'heure est à la récolte ici dans la province de la Bougouriba. Les producteurs de cette partie de la région du sud-ouest sont plus ou moins satisfaits du déroulement de cette campagne agricole. Kirpouté Palinfo est propriétaire d'un champ de maïs de 4 hectares à Bamako, localité située à quelques encablures de Djebougou. En tout cas, on a commencé la semence là un peu tard, mais avec une chance à pousser. En tout cas, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Pour atteindre ce résultat, Kirpouté Palinfo a dû suivre scrupuleusement les consignes édictées par les agents techniques de l'agriculture. Il a aussi et surtout mis en œuvre les bonnes pratiques agricoles. C'est la semence FBC6 qu'on a utilisée. En tout cas, j'ai mis la fumure organique. C'est le déchet de bœuf, quoi. C'est ça que j'ai mis. Et puis j'ai appliqué l'engrais comme il faut. 67 000 tonnes de céréales, dont plus de 3 700 tonnes de riz, sont attendues pour cette campagne agricole dans la province de la Bougouriba. Ces prévisions peuvent être atteintes au regard des efforts consentis par l'État burkinabé pour l'accompagnement des producteurs. Et tout au long de la campagne, on a rencontré des postes de sécheresse, surtout entre le mois de juin, juillet, août. Mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que non, la campagne s'est bien passée. C'est la période de récolte parce que la plupart des spéculations sont en stade de maturation et surtout les légumineuses ont la plupart été récoltées et ils sont entreposés dans les aires de séchage. Et quelques producteurs qui étaient un peu en retard attendent. Pour réussir sa récolte, le technicien de l'agriculture donne quelques recommandations aux producteurs. C'est quand on recommande aux producteurs, c'est pas produit après et au moment de la récolte qu'il y a des pertes de production. Donc on nous conseille aux producteurs de récolter les champs qui sont au bord et des voies, de récolter pour éviter les feuilles de brousse. Aussi pour la conservation, nous recommandons surtout pour les légumineuses d'utiliser des sacs triple fond pour la conservation et nettoyer les jeux de séchage pour que quand même la récolte ne soit pas endommagée par les ravageurs. Bientôt s'achève la campagne humide 2020-2021 et les moyens sont en train d'être déployés sur le terrain pour entamer la campagne sèche dans la province de la Bougouriba, selon Issa Gansoré. Des rendements agricoles qui sont au fil du temps impactés par les changements climatiques. Et sur la question, le ministère de l'Environnement poursuit sa mission de sensibilisation. Le message, cette fois-ci, s'adresse aux décideurs publics. Ils sont conviés à un atelier à l'issue duquel ils se verront dotés d'un référentiel pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Informer et sensibiliser les décideurs publics sur la question d'adaptation au changement climatique, c'est le sens de cette rencontre. Une rencontre qui vise à doter au département en charge de l'environnement d'un document de référence en matière de fiscalité environnementale pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Essentiellement, c'est une fiscalité qui est là pas pour augmenter les coffres de l'État, mais qui est là pour changer les comportements des individus. L'exemple le plus probant, c'est par exemple le tabac. À une certaine époque, on a réalisé que c'était nocif pour la santé et que ça générait beaucoup de coûts pour les soins de santé. Alors l'État a augmenté progressivement ses taxes. C'était pas pour objectif premier d'avoir plus de recettes, mais c'était pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Selon le consultant du ministère de l'Environnement, des sessions de cadrage, de collecte de données sectorielles et de concertation régionale ont été organisées à cet effet. Et ces études concernent entre autres le secteur de l'énergie, le secteur du transport et celui des ressources naturelles. Dans un tout autre registre, eux dénoncent les problèmes liés au foncier burkinabé et qui sont subis par les populations. Il s'agit d'un regroupement de syndicats nationaux de fonctionnaires de l'éducation et le mouvement national des enseignants praticiens. La gestion du projet 40 000 logements, l'absence d'outils élaborés encadrant le foncier sont entre autres sujets abordés au cours de la conférence de presse tenue ce 9 novembre. Adama Guiti et Mariama Tamboura. Face à la presse, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina et le mouvement national des enseignants praticiens. Principal sujet évoqué, la question du foncier. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des ventes de terre. Mais s'il y a vente de terre, des gens qui partent prendre des terrains d'autres personnes pour les revendre, il va sans dire que
ces gens-là ne soient pas d'accord avec un promoteur immobilier. Il n'y a pas quelqu'un qui va se voir exproprié et puis être content. Mais si les lois sont mises en œuvre dans ce sens-là, il n'y aura pas de problème. Parce que la question foncière, même au niveau local, doit être... la commission doit être présidée par les coutumiers. Le mouvement syndical prône donc pour une bonne politique de logement décent à toute la population. Le mouvement syndical des fonctionnaires de l'éducation invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités afin de résoudre une bonne fois cette question épineuse du foncier. Le Fonds de développement culturel et touristique prend langue avec les acteurs culturels et touristiques de la région de l'Est. C'est une vaste campagne d'information et de sensibilisation qui permet aux acteurs de se familiariser avec le montage de projets. Détail de la rencontre de ce 6 novembre avec Aruna Kaboré et Rasmata Ouedraogo. Financement des projets culturels et touristiques, le Fonds de développement culturel et touristique offre des opportunités sur les appels à projets. La campagne d'information et de sensibilisation sur le projet au niveau régional s'achève à Fada. Cette campagne a permis le temps d'une journée aux acteurs de l'Est de se familiariser avec les techniques de montage de projets. C'est un programme qui a été financé par l'Union européenne et le Burkina Faso et il s'agit de faire en sorte que les acteurs, les porteurs de projets puissent s'approprier du contenu du programme, des lignes directrices et des canevas pour pouvoir monter des projets fiables. Une initiative louée par les bénéficiaires et les responsables culturels et touristiques. C'est une démarche vraiment à saluer que le Fonds de développement culturel et touristique vienne rencontrer les acteurs de la région de l'Est afin de leur porter cette information, puisqu'ils puissent capter les opportunités qui vont s'offrir à eux. J'ai pu retenir beaucoup de choses concernant la manière de postuler. Je vais transmettre ce que j'ai reçu d'ici à mes membres d'association afin qu'elles puissent postuler aussi. Sont concernés par le projet les acteurs intervenant dans le domaine du cinéma audiovisuel, l'art de la scène, artisanat et design. Le Fonds de développement culturel et touristique a été créé depuis 2016 avec pour mission d'accompagner techniquement et financièrement les promoteurs culturels et touristiques au niveau national. Restons en culture avec les journées clairières qui se sont exprimées dans leur 2e édition. À l'occasion, un cadre d'expression culturelle et artistique a été offert à la ville de Banfora. 4 jours de réjouissance au cours desquels plus de 40 artistes se sont succédés sur la scène. Le lancement officiel avec Drissa Traoré et Kadou Romain Aki. Et c'est parti pour la 2e édition des Journées de la Clairière de Banfora. Un festival qui se veut une vitrine de promotion de la culture burkinabé. Les Journées de la Clairière de Banfora visent à faire éclore de nouveaux talents dans la région et en même temps faire valoriser nos artistes, nos vedettes modernes et aussi nos troupes traditionnelles, parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas assez de scènes d'expression. Et pour ça, nous avons décidé de leur donner des tribunes d'expression en live. On a beaucoup d'artistes à Banfora, mais qui ne sont pas connus hors de la ville. Je crois bien que la première édition a permis à beaucoup de pouvoir se faire connaître pour le moment au Burkina et peut-être bientôt à l'international. Donc on souhaite vraiment que ce soit le cas encore cette année. Pendant plus de 6 heures d'horloge, les artistes et musiciens se sont succédés sur le podium au grand bonheur des festivaliers. J'ai trouvé vraiment qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la première édition, donc beaucoup d'innovations. Et je pense que c'est une très belle initiative à encourager. C'est très bien, ça m'intéresse beaucoup même. Tous les artistes qui sont venus, donc j'adore tous les artistes qui ont venu. Foire gastronomique. Expositions artistiques ont aussi agrémenté cette 2e édition du festival Les Journées de la Clairière de Banfora. Une ville qui va vibrer pendant 4 jours au rythme des Journées de la Clairière.
En sport, le Comité national olympique rebelote avec le Grand Prix cycliste dans sa 4e édition. Ce dimanche, c'est le sociétaire de l'ASBCL, Paul Dumont, qui a plié la course en 3h25 minutes et 5 secondes. Vitesse moyenne de plus de 42 km/h pour une distance Kokologo-Koudougou, longue de 146 km. Les détails de la course avec Daouda Ouattara et Jean-Modeste Outraogo. Entre Paul Dumont et la ville de Koudougou, c'est une histoire d'amour. C'est ici que Paul a remporté le premier titre de sa carrière. C'est également dans cette ville que Paul Dumont a signé 2 victoires au Grand Prix cycliste du Comité national olympique et des sports burkinabé. Ça fait plaisir de gagner une deuxième fois. Quand je suis arrivé sur le circuit, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc du coup, forcément, les émotions, elles étaient fortes. Et ça m'a motivé davantage de remporter ici une course. Au sprint, Paul Dumont règle la course en 3h25 minutes 5 secondes. Il tient en respect Mathias Sorgo et Seydou Bamogo. Arrivé 2e et 3e. Pourtant, ce dimanche matin à Kokologo, ville de départ de cette 4e édition, les 55 coureurs issus de 15 clubs caressaient l'espoir de remporter le trophée. Lâchés par les officiels autour de 8 heures, ils impriment une allure assez rapide et atteignent Sabou, le premier point chaud. Là, 3 hommes sont en tête et Bassirou Monia s'impose. Au 2e point chaud, à Sourgou, Rawende Moukaïla enlève la première place. Puis, cap sur la ville de Koudougou. Sur le boulevard, les hommes de tête tiennent la cadence. Ils se disputent les primes, puis, à 3 tours de la fin, Bassirou Monia se détache et fait cavalier seul. L'écart est de 15 secondes. Derrière, le peloton ouvre la chasse et avale le fuyard. Malgré la présence de Bassirou Mikiema du le fusée, Seydou Bamogo et Mathias Sorgo, le jeune Paul Dumont bande les muscles et s'impose haut les mains. Malgré un contexte marqué par le Covid-19, le SONOSB a tenu le pari d'offrir cette compétition aux coureurs burkinabés. Ça fait pratiquement un an que les sportifs n'ont pas l'occasion de faire des compétitions. Je pense que tout en tenant compte des mesures barrières, nous avons voulu reprendre les compétitions en commençant par le cyclisme. Honnêtement, je suis très content. Depuis février jusqu'à aujourd'hui, compte tenu de la situation que tout le monde connaît, avec surtout la moyenne, 42 et quelques, vraiment, on rend grâce à Dieu, on dit merci beaucoup. Paul Dumont, vainqueur de la 4e édition du Grand Prix cycliste SONOSB, reçoit une enveloppe de 275 000 francs CFA, plus 85 000 francs CFA de primes et le trophée qu'il brandit fièrement. À l'international, Joe Biden prépare la transition pour son accession à la Maison-Blanche. 2 priorités affichées, la réconciliation de l'Amérique et la lutte contre la pandémie. Son prédécesseur, quant à lui, refuse toujours de reconnaître sa défaite et affirme que l'élection est entachée de fraude. Pour son premier jour en tant que président élu des États-Unis, Joe Biden n'a pas dérogé à son habitude. Il s'est rendu, comme il le fait régulièrement, à la messe de sa ville de Wilmington, dans le Delaware. Le démocrate s'est ensuite plongé dans les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche, avec 2 priorités affichées pour la transition, la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie qui frappe très durement le pays. Au total, plus de 237 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis, dont plus de 1000 ces dernières 24 heures. Notre première mission, c'est de maîtriser la pandémie. Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d'experts de premier plan comme conseillers de transition pour examiner le plan Covid Biden-Harris et aider à le convertir en un plan réel qui débutera le 20 janvier 2021. À Washington, de nombreuses personnes étaient toujours réunies ce dimanche devant la Maison-Blanche pour intimer à Donald Trump l'ordre de partir. « Tu es viré » pouvait-on lire sur certaines pancartes. Voilà qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. À 21h, un candidat, un programme. Moi, je vous retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.